J'ai su que quelque chose ne tournait pas rond à la seconde où le pilote a scanné mon badge d'identification. Son expression s'est figée, comme s'il venait de voir un fantôme. Puis, l'écran de son cockpit a viré au rouge sang. Une alarme a retenti et 4 mots sont apparus dans une police militaire stricte, alerte amiral fantôme, sécurité maximale. Avant même que je puisse reprendre mon souffle, 2 avions de chasse Rafale ont surgi sur la piste, réacteurs hurlants, formant une escorte militaire de chaque côté du jet privé. Et juste derrière moi, le père millionnaire de mon fiancé, qui avait passé la matinée à me traiter comme de la boue sous ses chaussures, restait là, la mâchoire pendante. « Madame, bégaya le pilote, votre détachement de protection est prêt. » Richard Delacroix, l'homme qui pensait que je n'étais pas assez bien pour son fils, n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment, et ce moment précis a tout changé. Si on m'avait dit il y a un an qu'un jour je me tiendrais sur une piste d'atterrissage à côté d'un jet privé de milliardaires pendant que 2 Rafales de l'armée de l'air s'allumaient pour mon escorte personnelle, j'aurais éclaté de rire. J'ai toujours cru que les moments les plus importants de la vie n'étaient pas les plus voyants, mais les plus calmes, ceux que personne ne voit, ceux qui vous façonnent dans le silence, mais la vie a une drôle de façon de prendre ce que vous avez caché pour le placer sous les projecteurs. Ce matin-là avait commencé comme n'importe quel samedi ordinaire, avec la brise chaude et humide de la Côte d'Azur glissant entre les palmiers. Daniel, mon fiancé, terminait une garde de 24 heures à la caserne de pompiers. Il m'avait envoyé un SMS à 6 heures du matin, « Papa veut parler des lieux de réception pour le mariage aujourd'hui, tu peux y aller avec lui pour moi. » J'avais hésité. Le père de Daniel, Richard Delacroix, m'avait fait comprendre douloureusement, dès notre première rencontre, qu'il pensait que je n'avais rien à faire près de sa famille. Peut-être était-ce parce qu'il venait d'un milieu très aisé, de l'argent de famille mélangé à de nouvelles fortunes immobilières, des propriétés à Saint-Tropez, des yachts, des entreprises et des clubs privés au portail aussi haut que des cyprès. Ou peut-être qu'il n'aimait tout simplement pas le fait que je sois militaire. Les gens comme lui préféraient souvent voir les soldats à la télévision, pas dans leur salon. Pourtant, je croyais au respect des aînés, même lorsqu'ils ne le rendaient pas. Daniel avait été élevé ainsi aussi. Alors, j'ai dit oui. Richard s'est arrêté dans un SUV noir immaculé à 8 heures précises, pas une minute en avance, pas une minute en retard. Il n'est pas sorti pour me saluer, il n'a même pas levé les yeux de son téléphone quand j'ai ouvert la portière passager. « Vous êtes en retard » a-t-il dit. Il était 7h59. J'ai bouclé ma ceinture en silence. Il conduisait avec la même énergie qu'il vivait, brusque, tranchant, signalant toujours au monde qu'il était important. À mi-chemin de l'aéroport de Cannes-Mandelieu, il m'a enfin jeté un coup d'œil, m'a toisé de haut en bas et a dit, « Au moins, vous êtes habillé décemment aujourd'hui. Mon fils mérite une femme avec un peu de classe. » J'ai simplement croisé les mains sur mes genoux et regardé les palmiers défiler flous par la fenêtre. Mes années dans la marine nationale m'avaient bien formé. Les gens pouvaient dire n'importe quoi, rester calme était un choix. Quand nous sommes arrivés au terminal de l'aviation privée, l'un des employés de Richard a couru pour prendre ses bagages. Richard a avancé à grands pas, s'attendant à ce que je suive en silence. Le jet qui attendait sur le tarmac scintillait comme une perle polie, le genre d'avion que seuls les PDG du CAC 40 et les politiques pouvaient se permettre. Dès que je suis monté à bord, Richard m'a lancé un regard dur. « Ce n'est pas la classe économique ici » a-t-il claqué. « Ne touchez à rien. » Il l'avait dit assez fort pour que l'hôtesse de l'air l'entende, exprès, pour que l'humiliation soit plus profonde. J'ai hoché la tête une fois et j'ai pris le petit strapontin près de l'office, choisissant l'humilité plutôt que la dispute. J'ai appris que les gens se révèlent plus clairement quand on les laisse parler assez longtemps. L'équipage a commencé les vérifications pré-vol. Richard s'est laissé tomber dans son fauteuil en cuir inclinable et a immédiatement commencé à aboyer des instructions à quelqu'un au téléphone à propos de la clôture d'un dossier à Monaco et des gens qui ne comprennent rien à l'argent. Il n'a pas reconnu une seule fois ma présence dans la pièce. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Daniel, gentil, patient, stable. Rien à voir avec l'homme assis en face de moi. Je me demandais parfois comment 2 personnes pouvaient venir du même foyer et être si différentes. 10 minutes plus tard, le pilote est sorti du cockpit avec un porte-bloc. « Monsieur Delacroix, avant le départ, je dois passer son identification dans le système de sécurité. C'est le protocole standard pour certains plans de vol aujourd'hui. » Richard a levé les yeux au ciel de façon théâtrale. « Ce n'est personne. Faites juste votre travail. » J'ai avalé la pique et j'ai tendu au pilote ma carte d'identité militaire, usée par des années de voyage, les bords doux,
le nom légèrement effacé mais toujours lisible. Le pilote a fait exactement 2 pas vers le cockpit avant de se figer. C'était subtil, mais j'ai remarqué que ses épaules se tendaient, sa respiration s'est bloquée, sa prise sur la carte a changé comme si elle pesait soudainement 100 kilos. Il est entré dans le cockpit. La porte ne s'est pas complètement fermée et je l'ai entendu, un bip électronique aigu suivi d'une alarme stridente, puis l'écran s'éclairant d'un rouge violent. Richard s'est redressé. C'est quoi ce bruit? Avant que je puisse répondre, le pilote est réapparu, pâle comme un linge. Madame, j'ai besoin que vous avanciez. Richard a ricané. Vous voulez dire moi? Non, monsieur, bégaya le pilote. Elle? Je me suis levé calmement, silencieusement, comme je l'avais fait 1000 fois auparavant quand le protocole changeait l'atmosphère d'une pièce. Le pilote m'a rendu ma carte à 2 mains, comme si c'était quelque chose de sacré, et a prononcé les mots qui ont déclenché toute cette histoire, votre détachement de protection est prêt, amiral fantôme. Richard a cligné des yeux. Amiral quoi? Et puis, par le hublot, 2 rafales se sont mises en position à côté du jet, les moteurs grondant comme le tonnerre. La mâchoire de Richard s'est décrochée. Il était sans voix. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il n'avait pas une seule instruction à donner. Richard n'a pas parlé pendant 10 secondes entières, ce qui pour un homme comme lui était pratiquement une éternité. Ses yeux passaient de moi au pilote, puis aux rafales toujours au ralenti à côté du jet, comme des prédateurs métalliques silencieux attendant un ordre. Finalement, il a réussi à étrangler ses mots, c'est une sorte de blague, n'est-ce pas? Le pilote a secoué la tête si vite que cela semblait douloureux. Non, monsieur. C'est une désignation de niveau d'état. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Je ne savais même pas que nous avions des systèmes d'accréditation aussi élevés. Il l'a dit avec le genre de crainte tremblante qu'on entend chez les fans de football de longue date quand ils rencontrent une légende vivante. Puis il a ajouté, presque en chuchotant, Amiral Fantôme est un marqueur des renseignements de la marine extrêmement restreint. Richard m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois de sa vie, comme si la femme qu'il avait insultée toute la matinée s'était soudainement transformée en quelqu'un d'autre. Quelqu'un de dangereux, quelqu'un de puissant, quelqu'un qu'il avait sévèrement sous-estimé. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement fait un petit signe de tête au pilote, une permission de continuer. Il s'est précipité dans le cockpit et, en quelques instants, les moteurs ont rugi. Les rafales ont commencé à rouler en formation parfaite, un de chaque côté de notre jet. Richard a trébuché vers moi, les doigts pointés d'un air accusateur, luttant pour reprendre le contrôle du moment. Quoi? Qu'est-ce que vous êtes exactement, a-t-il exigé. C'était la question que tout le monde finissait par poser. Certains la chuchotaient, certains la craignaient, certains l'exigeaient comme Richard le faisait, comme s'ils avaient droit à une réponse. J'ai gardé ma voix stable. C'est juste un statut de sécurité. Ce n'est pas une réponse, a-t-il claqué. C'est celle que vous allez avoir pour l'instant. Il a ouvert la bouche, probablement pour aboyer une autre insulte, mais le jet a fait une embardée alors que nous commencions à rouler, et son corps a percuté sans grâce le fauteuil le plus proche. Je me suis doucement calé dans l'encadrement de la porte, la mémoire musculaire guidant le mouvement. Alors que nous décollions de la piste, les rafales restaient parfaitement verrouillées à nos côtés, s'élançant vers le haut dans un arc synchronisé. De petits éclats de soleil scintillaient sur leurs ailes argentées. Richard les fixait comme s'il était tombé dans la vie de quelqu'un d'autre. « Qu'est-ce qu'ils vous veulent » a-t-il murmuré. « Ils sont juste prudents » dis-je doucement. Pas comme une menace, comme un rappel. Il a fermé la bouche. Le jet s'est stabilisé à l'altitude de croisière. L'air s'est adouci, les nuages s'étendaient en couches cotonneuses sous nous. Pendant un long moment tendu, il n'y avait que le bourdonnement des moteurs et le faible bavardage radio entre notre appareil et les avions de chasse qui nous escortaient. Richard continuait de me jeter des coups d'œil avec un mélange de suspicion et de peur, comme si je pouvais soudainement enlever mes vêtements civils pour révéler une combinaison de super-héros en dessous. Il a finalement rompu le silence. « Alors, vous quoi? Vous travaillez à l'Élysée. Au ministère? Vous avez caché votre rang à mon fils? Non, dis-je, je n'ai rien caché à Daniel. Il a froncé les sourcils. Alors pourquoi ne sait-il rien de tout ça? Il a fait un geste sauvage vers le hublot où un rafale planait toujours à côté de nous comme un gardien silencieux. Parce que ce n'est pas son fardeau à porter, dis-je doucement. Cette réponse ne l'a pas satisfait, mais il ne savait pas non plus comment argumenter contre.
Les hommes comme Richard étaient habitués à détenir le pouvoir, ils n'étaient pas habitués à en être exclus. Après une minute, il a croisé les bras et s'est adossé, prétendant être calme. Toute cette sécurité, ça doit être une erreur administrative exagérée. Ce n'en est pas une. Comment pouvez-vous le savoir? Parce que je l'ai vécu, ai-je dit. Cela l'a fait taire. Pendant les minutes suivantes, nous sommes restés suspendus dans ce calme lourd, moi sereine, lui craquant aux entournures. La vérité était que Richard n'était pas un homme mauvais. C'était un homme fier, bruyant, un homme qui avait bâti tout ce qu'il possédait de ses propres mains et ne comprenait rien qu'il n'avait pas construit lui-même. L'orgueil peut aveugler une personne plus que l'obscurité ne le pourrait jamais. L'hôtesse de l'air a apporté 2 verres d'eau. Richard a pris le sien avec des mains tremblantes. Vous savez, a-t-il dit après une longue gorgée, j'ai toujours pensé que les gens rejoignaient l'armée parce qu'ils n'avaient pas de meilleures options. Certains le font, dis-je. Le service offre des opportunités, de la stabilité, un moyen d'avancer. Et vous, me défia-t-il. Je me suis engagé parce que quelqu'un devait le faire. Il a cligné des yeux. Devait? Devait pourquoi? J'ai croisé son regard. Toute forme de service n'est pas visible. Tout sacrifice ne reçoit pas de médaille. Ce n'était pas une réplique dramatique. Ce n'était pas censé l'impressionner. C'était la vérité, brute, simple et sans fioriture. Il a détourné le regard en premier. Mais même là, même ébranlé, Richard restait Richard. Après un moment, il s'est raclé la gorge, a ajusté sa veste et a dit, « Eh bien, vous auriez pu nous dire quelque chose. Mon fils a le droit de savoir qui il épouse. Il sait exactement qui je suis, dis-je. La partie qui compte. » Cette réponse l'a irrité, mais elle l'a aussi un peu adouci, confus. Les gens qui vivent par le statut pensent que l'identité vient des titres, de l'argent, de la réputation. Les gens qui vivent par le service savent que l'identité vient de l'action et du caractère. Nous avons traversé une zone de turbulence, rien de majeur, mais Richard a poussé un cri et a saisi les accoudoirs comme si nous avions été abattus. J'ai à peine bougé. Quand le jet s'est stabilisé, il a expiré en tremblant. Vous êtes terriblement calme, a-t-il murmuré. J'ai vu pire. Il a dégluti. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai laissé le silence répondre pour moi. Dehors, le soleil commençait à illuminer les nuages, projetant de longues traînées dorées à travers le ciel. Les rafales maintenaient une formation parfaite, leurs ombres glissant sur notre fuselage. Je ne comprends rien à tout ça, a admis Richard doucement. Je voulais juste t'emmener voir des lieux de mariage. C'est tout. Je n'ai pas signé pour quoi que ce soit que cela puisse être. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu de dire du tout, peut-être qu'aujourd'hui est la première fois que vous me voyez sans que vos préjugés ne se mettent en travers. Il a tressailli, non pas parce que c'était dur, mais parce que c'était vrai. Et quelque part au fond de la poitrine de cet homme d'affaires blindé, une fissure s'est formée. Pas grande, mais réelle. La porte du cockpit s'est ouverte à nouveau, et le pilote est sorti. Cette fois, se déplaçant avec la posture raide et formelle de quelqu'un s'adressant à un officier supérieur. Pas un passager, pas un VIP. Un supérieur. Madame, a-t-il dit, sa voix se stabilisant, la formation d'escorte est verrouillée. Le commandement de la défense aérienne a confirmé votre niveau d'accréditation. Nous sommes autorisés pour une montée immédiate à 38 000 pieds. Les rafales maintiendront la formation jusqu'à ce que nous atteignions l'altitude de croisière, puis passeront en position d'ombre décalée. Richard regardait de lui à moi comme s'il était entré dans un film pour lequel il n'avait pas passé d'audition. Le commandement? Rafale? Qu'est-ce que tout cela a à voir avec elle? Le pilote ne l'a même pas regardé. Monsieur, veuillez rester assis. Richard a bafouillé, restez. C'est mon avion. Le pilote a fait un petit signe de tête. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Delacroix, ce vol est maintenant sous protocole de protection en raison de sa désignation. Il a fait un geste vers moi. La bouche de Richard s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. C'était étrange de le voir lutter avec la réalisation que pour la première fois depuis des années, il n'était pas la personne la plus haut placée dans la pièce. Loin de là. Madame, a continué le pilote, nous avons également reçu un trafic de messages du Centre de coordination de la sécurité navale. Il demande confirmation de votre destination finale afin d'ajuster les équipes au sol en conséquence.
Les équipes au sol? Richard s'est étranglé avec son eau. Quoi, a-t-il chuchoté. J'ai pris une lente inspiration. Dites-leur de rester en stand-by jusqu'à nouvel ordre. Le pilote a hoché la tête sèchement. Oui, madame. Quand il a disparu dans le cockpit, Richard est resté assis là, raide, les mains tremblant légèrement. Je voyais qu'il essayait de savoir s'il devait être en colère, effrayé ou impressionné. Surtout, il avait l'air confus. Que êtes-vous, a-t-il finalement exigé. Pendant un moment, je n'ai pas répondu. Pas parce que je voulais être mystérieuse, mais parce que je devais choisir mes mots avec soin. La vérité était compliquée, classifiée, enfouie sous des années de service qui ne rentraient pas proprement dans les histoires que les gens racontent lors des dîners mondains. Je suis la femme que votre fils aime, dis-je doucement. Et je suis quelqu'un qui a servi quand le service était nécessaire. Ce n'est pas suffisant, a-t-il claqué. Vous avez fait déployer des avions de chasse parce que vous êtes monté dans mon avion. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas civil. Non, dis-je calmement. Ça ne l'est pas. Il m'a fixé, la mâchoire tremblante. Êtes-vous une espionne? J'ai souri faiblement. Ce n'est jamais aussi glamour. Mais... Amiral fantôme. Il a secoué le badge en l'air comme s'il était radioactif. Quel genre de titre est-ce? Amiral est un grade de la marine. Êtes-vous? Êtes-vous réellement un? Non, l'interrompis-je. C'est un nom de code, pas un grade. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai été impliqué dans des opérations qui nécessitent un niveau d'anonymat auquel la plupart des gens ne pensent jamais. Ses yeux se sont écarquillés. Des opérations? Quel genre d'opération? Je me suis légèrement déplacé, pas de manière évasive, mais avec la compréhension de quelqu'un formé à ne révéler que ce qui est nécessaire. Richard, dis-je doucement. Vous posez des questions pour lesquelles vous n'avez pas l'accréditation, et vous ne l'aurez probablement jamais. Il s'est raidi, insulté, mais aussi étrangement humilié. Pour un homme qui contrôlait des propriétés, des entreprises et des centaines d'employés, l'idée qu'il n'avait pas accès à quelque chose lui était étrangère. Daniel ne sait pas, a-t-il dit d'un ton accusateur. Vous avez caché tout ça à mon fils. Il sait qui je suis, la partie qui compte, la partie que j'ai le droit de partager. Il m'a regardé longuement, m'étudiant, réévaluant tout ce qu'il pensait savoir. À ce moment-là, le jet a traversé une fine couche de nuages, révélant une vaste étendue de littoral bien en dessous. La lumière du soleil baignait la cabine d'un Nordou, et d'une certaine manière, ce simple changement d'atmosphère a rendu la tension encore plus vive. L'interphone a bipé. Madame, a dit le pilote, le commandement a confirmé que votre escorte est sécurisée. Nous allons commencer le briefing de sécurité pour le reste du vol. Je n'ai pas besoin du briefing, ai-je répondu. Richard a cligné des yeux. Vous n'avez pas besoin vous avez écrit le briefing. Quelque chose comme ça. Il s'est affaissé dans son siège. Les minutes ont passé. Le jet s'est stabilisé à nouveau. Les rafales se sont ajustées dans leur position de protection, un devant, un derrière, glissant tous deux avec une précision militaire. Richard a finalement rompu le silence. Mon fils vous aime, a-t-il dit doucement. Mais je ne comprends pas comment quelqu'un comme vous se promène en public sans se faire remarquer. Si tout cela est réel, comment avez-vous le droit d'avoir une vie normale? Parce que la normalité se mérite, dis-je. Et parce que les gens avec mon passé, nous disparaissons quand nous en avons besoin. Il s'est frotté les tempes. C'est insensé. C'est simplement le service, ai-je répondu. Mais pourquoi le secret, a-t-il insisté. Pourquoi cacher quelque chose d'aussi grand? J'ai regardé par le hublot la mer de nuages. Parce que certaines missions se terminent au moment où vous en parlez. Il a laissé cette pensée s'installer. Puis, de manière inattendue, il s'est adouci. Sa voix a perdu son tranchant. Regrettez-vous? La question m'a surprise. Regretter le service, ai-je demandé. Oui. J'ai pris un moment avant de répondre. Il y avait des souvenirs que je me laissais rarement revisiter. Des visages, des moments, des décisions prises en quelques secondes qui ont façonné le reste de ma vie. Aucun d'eux ne rentrait proprement dans une conversation légère. Non, dis-je doucement. Je regrette les choses que j'ai manquées. Les anniversaires, les moments avec les gens que j'aimais. Mais je ne regrette pas d'avoir servi. Pas une seule fois. Il m'a fixé.
Vraiment fixé. Et à ce moment-là, il ne voyait pas la fiancée. Il ne voyait pas la femme qu'il pensait insuffisante. Il voyait une personne façonnée par le sacrifice, un genre qu'il n'avait jamais eu à faire. Avant qu'il ne puisse répondre, le jet a heurté une poche soudaine de turbulence qui nous a secoués tous les deux. Richard a halté et a agrippé à nouveau les accoudoirs. J'ai simplement stabilisé mon verre d'eau. Vous avez vraiment vu pire, a-t-il murmuré. Oui, dis-je doucement. Bien pire. Dehors, les rafales restaient stables. À l'intérieur, quelque chose entre nous avait changé, juste légèrement. La première fissure dans le mur qu'il avait construit. Richard est resté silencieux pendant un long moment après cette dernière secousse de turbulence. Peut-être parce qu'il essayait de tout assimiler. Ou peut-être parce que pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il n'était pas sûr que ses mots aient du poids dans la pièce. Parfois, le silence révèle plus sur une personne que n'importe quel argument. Par le hublot, le rafale devant nous s'est légèrement incliné, ajustant sa position. La lumière du soleil a capté sa peau métallique, le transformant en une traînée d'argent fendant le ciel. Richard le regardait comme un homme témoin de quelque chose qu'il n'avait vu qu'à la télévision. Vous savez, a-t-il dit finalement, la voix plus calme. J'ai rencontré des sénateurs, des ministres, des PDG, des titans de l'immobilier. Je pensais avoir vu le pouvoir. Mais ça. Il a fait un geste vers l'escorte. C'est tout autre chose. Ce n'est pas du pouvoir, dis-je doucement. C'est du protocole. Il a laissé échapper un rire nerveux. Protocole, c'est ça. Nous nous sommes stabilisés au-dessus de la mer. L'océan scintillait loin en dessous, une étendue calme de bleu-vert qui semblait douce depuis 30 000 pieds, mais qui pouvait être impitoyable de près. J'avais vu des mers calmes cacher le danger. J'avais vu des visages tranquilles cacher la force. Richard a regardé l'eau, puis moi. Vous avez dit que vous l'avez vécu. Tout ce secret, ce danger, quoi que signifie Amiral Fantôme. Qu'avez-vous fait exactement? Cette question avait du poids. Une véritable curiosité, pas le mépris d'avant. J'ai pris une inspiration. Richard, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Pas parce que je fais du drame ou que je suis évasive, mais parce que je suis légalement tenu de ne pas le faire. Sa mâchoire s'est serrée. Il n'était pas habitué aux limites qu'il ne pouvait pas franchir. Mais je peux vous en dire assez pour vous aider à comprendre, ai-je ajouté doucement. Il s'est penché en avant, prudent, mais à l'écoute. J'ai travaillé dans le renseignement naval, dis-je. Pas la version glamour d'Hollywood. La vraie. Celle où vous lisez des modèles jusqu'à ce que vos yeux se brouillent. Où vous prenez des décisions discrètement qui affectent des gens qui n'apprendront jamais votre nom. Où vous perdez le sommeil parce qu'un détail mal jugé peut coûter la vie à quelqu'un. Richard a dégluti. Je n'étais pas au combat, ai-je continué. Mais j'étais assez proche pour comprendre ce que cela signifie. Assez proche pour briefer des gens qui allaient au danger. Assez proche pour voir qui ne revenait pas. Ma voix n'a pas tremblé, mais à l'intérieur, des souvenirs ont vacillé, visages de marins et de commandos avec qui j'avais suivi l'entraînement, travaillé, ri et que j'avais enterré. Je me suis spécialisé dans le travail de liaison, ai-je dit. Opérations interarmées, coordination entre la marine, l'armée de l'air, certaines divisions du renseignement. J'évaluais les menaces, surveillais les communications cryptées, et parfois je convoyais des personnes du point A au point B quand elles étaient trop importantes pour prendre des risques. Comme un garde du corps, a demandé Richard. Non, dis-je doucement. Plus comme une ombre qui s'assure que la personne qui est le garde du corps ne manque rien. Il avait l'air impressionné malgré lui. Vous seriez surpris de voir combien d'événements mondiaux reposent sur des gens dont vous n'avez jamais entendu parler, dis-je. Des gens dont les noms n'apparaîtront pas dans les journaux, dont les états de service semblent ordinaires, dont les identités sont enfouies pour protéger plus qu'eux-mêmes. Richard a expiré lentement. Donc, Amiral Fantôme, c'est quoi? Un alias, une désignation, dis-je. Un niveau d'accréditation, un signal que certains protocoles sont activés lorsque je voyage dans des régions ou des situations spécifiques. Il a cligné des yeux. Mais vous n'êtes pas amiral. Non, j'ai souri. Mais la marine utilise une terminologie familière pour classer l'importance des actifs. Fantôme indique une identité classifiée. Amiral indique la priorité. Il m'a regardé, stupéfait. Pourquoi seriez-vous une priorité? Pendant un instant, j'ai pensé à toutes les vies que j'avais touchées au cours de mon service.
Certaines sauvées par des décisions que j'avais prises, d'autres perdues malgré elles. Aux messages que j'avais relayés, aux renseignements que j'avais aidé à déchiffrer, aux missions que j'avais discrètement soutenues pour que d'autres puissent les mener à bien. Aux années passées outre-mer, me déplaçant comme un murmure à travers des endroits que la plupart des Français ne verraient jamais. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Au lieu de cela, j'ai dit, parce que j'ai été placé là où je devais être, et parfois cela signifie que vous devenez une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Richard a laissé cela s'installer en lui. L'avion bourdonnait doucement. Le Rafale derrière nous a incliné une aile, recevant une sorte d'instruction. L'océan s'étirait sans fin en dessous. Richard s'est frotté le visage à deux mains. Je vous ai mal jugé. Je n'ai rien dit. Il a essayé à nouveau. Je vous ai très mal jugé. Pourtant, je suis restée silencieuse. Parfois, le silence est plus honnête que les mots. Il s'est raclé la gorge. Daniel ne m'a jamais rien dit de tout ça. Il ne connaît pas les détails, dis-je. Il sait qui je suis, mais pas ce que j'ai fait, pas ce dont j'ai fait partie. Comment pourrait-il ne pas savoir, a demandé Richard. Parce que je l'aime, dis-je. Et parce que mon travail était de porter le poids pour que d'autres n'aient pas à le faire. Il a cligné des yeux. Quelque chose s'est adouci sur son visage. Quelque chose d'humain. C'est un homme bien, a dit Richard doucement. Oui, ai-je répondu. L'un des meilleurs. Et vous pensez que vous le protégez en gardant ce côté de votre vie verrouillé? Je l'ai regardé, stable et calme. Je sais que je le fais. Richard s'est adossé, expirant. Je pensais que vous étiez juste une femme ordinaire essayant de se marier pour l'argent. Et maintenant, ai-je demandé. Il a hésité. Maintenant, je ne sais pas quoi penser. C'est un début, dis-je. Le jet a continué son vol plané à travers le ciel. Encore quelques minutes passèrent dans un air calme et paisible. Puis Richard a demandé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Avez-vous déjà eu peur? Oui, ai-je dit, plusieurs fois. Alors pourquoi le faire? Parce que quelqu'un devait le faire, il a dégluti difficilement. Et parce que, ajoutai-je doucement, servir signifie se tenir là où les autres ne peuvent pas. Il est resté très immobile, absorbant cela. La lumière du soleil a changé à nouveau, réchauffant la cabine. Et pour la première fois depuis l'embarquement, Richard Delacroix ne ressemblait pas à un homme contrôlant tout. Il ressemblait à un homme commençant à comprendre quelque chose de plus grand que lui. Pendant un moment, la cabine est restée calme, presque paisible, si ce n'était pour l'avion de chasse fendant le ciel juste devant nos hublots. Richard semblait perdu dans ses propres pensées, fixant le Rafale devant nous, comme s'il contenait les réponses à tout ce qu'il avait mal compris à mon sujet. Mais la paix ne dure jamais longtemps à 38 000 pieds. Le premier signe est venu sous la forme d'un léger carillon sur l'interphone, doux, presque poli. Puis un second carillon a suivi, plus net. La voix du pilote est passée par le haut-parleur, tendue et professionnelle. Mesdames et messieurs, enfin, monsieur et madame, nous avons reçu une alerte de détresse d'un avion civil à proximité. Ils subissent un dysfonctionnement électrique. Richard s'est redressé rapidement. Dysfonctionnement électrique? Qu'est-ce que ça veut dire? Vont-ils nous percuter? Non, dis-je calmement. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'assistance. C'est la procédure standard. Standard, a-t-il claqué. Ce n'est pas une ligne commerciale. Nous n'avons pas. Avant qu'ils ne puissent paniquer davantage, l'interphone est revenu. L'appareil demande un guidage à tout vol disposant de capacités de communication avancées. Puisque nous avons une escorte militaire, le commandement demande si nous pouvons aider avant qu'il ne dépêche un soutien supplémentaire. J'ai détaché ma ceinture. Au moment où je me suis levé, Richard a paniqué. Où allez-vous? Asseyez-vous. Ne me laissez pas seul ici. Je vais au cockpit, dis-je. Pourquoi? Que allez-vous faire? J'ai croisé son regard. Quelque chose d'utile. Il a cligné des yeux, stupéfait, alors que je passais devant lui. À l'intérieur du cockpit, le pilote et le copilote étaient penchés sur leurs instruments, les voix serrées alors qu'ils parlaient au contrôle aérien et à l'avion en détresse. Des lignes de friture craquaient dans les haut-parleurs. L'air semblait différent, pas chaotique, mais concentré. Madame, a dit le pilote quand il m'a vu, ils perdent la navigation. Leur pilote automatique vient de se déconnecter. Ils ont du mal à stabiliser leur altitude. Passez-les-moi, dis-je.
Le pilote a tapé sur un interrupteur immédiatement. Le casque était dans mes mains avant même que je ne le demande. Ici vol charter civil 79 Delta. Une voix tremblante a crépité. Nous perdons les lectures. Les instruments ne correspondent pas. Le copilote a chuchoté, il panique. J'ai cliqué sur le transmetteur. Ici Amiral Fantôme, dis-je fermement. Identifiez vos instruments restants fonctionnels. Qui? Amiral? Madame, nos panneaux sont morts. La plupart. On vole à l'aveugle là-haut. Votre horizon artificiel, ai-je demandé. Pas fiable. Vitesse air? Clignote. Température moteur? Stable. Bien, dis-je doucement. Alors respirez. Vous ne tombez pas. Vous volez à l'aveugle, mais vous volez. Le pilote m'a jeté un coup d'œil avec quelque chose entre le respect et le soulagement. Quelle est votre sensation de tangage, ai-je demandé. Légère dérive vers le bas. Tirez au neutre. Rien de plus. Ne combattez pas l'appareil. Vous allez surcorriger. Je ne sais pas si vous pouvez. Vous le pouvez, dis-je, la voix solide comme le roc. Vous allez écouter ma voix jusqu'à ce que vos panneaux reviennent en ligne. Vous comprenez? Une respiration tremblante. Puis, oui, madame. Richard se tenait dans l'embrasure de la porte du cockpit, pâle et en sueur. Ils peuvent vous entendre? Oui, dis-je. Et vous les aidez à voler? Je les aide à ne pas tomber. Le pilote a échangé un regard rapide avec son copilote, un regard qui me disait qu'il me faisait plus confiance qu'aux instruments. Civil 79 Delta, dis-je, je veux que vous suiviez l'ombre de notre escorte, ils rompent la formation pour vous guider. Ne rompez pas le contact visuel. Dehors, l'un des rafales s'est détaché de notre aile et a glissé comme un fantôme en position au-dessus de l'avion en détresse quelque part derrière nous. Richard a chuchoté, ils vous obéissent. Protocole, dis-je. Mais c'était plus que du protocole. Quand des vies étaient en jeu, la hiérarchie n'était pas une question de grade. C'était une question de stabilité. De calme. La capacité de parler quand les autres se figeaient. Tournez de 3 degrés à gauche, ai-je instruit. Bien. Maintenez. Nivelez cette descente. Doucement. Doucement. Parfait. Les minutes ont passé. Peut-être 5. Peut-être 15. Le temps devient flou quand vous êtes suspendu en plein air entre l'espoir et le désastre. Puis, à travers la friture, le pilote du 79 Delta a dit, je crois que ça se stabilise. Madame, je pense qu'on a repris le contrôle. Le cockpit autour de moi a expiré. Bien, dis-je doucement. Vous allez vous en sortir. Gardez le contact visuel avec l'escorte jusqu'à ce que vous soyez autorisé pour la navigation indépendante. Oui, madame. Merci. Que Dieu vous bénisse. J'ai posé le casque doucement. Le pilote m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la révérence. Madame, si jamais vous voulez un poste de pilote civil. J'ai souri. Je suis meilleur dans l'ombre. Quand je suis retourné dans la cabine, Richard se tenait là, raide, agrippant le dossier du siège devant lui. Son visage était vidé de son sang, ses cheveux légèrement ébouriffés. Et pour une fois, il n'essayait pas de cacher son choc. Vous, a-t-il chuchoté. Vous venez d'empêcher un avion de tomber du ciel. Je les ai guidés, ai-je corrigé doucement. Ils ont fait le pilotage. Vous, a-t-il bégayé. Vous parliez comme un commandant. Je me suis rassise sur mon siège. Quand les gens ont peur, ils ont besoin d'une voix stable. C'est tout. Il a dégluti, puis dégluti encore. Daniel ne m'a jamais dit que vous étiez comme ça. Je ne lui ai pas dit. J'ai dit qu'il n'avait pas besoin de porter le poids des choses que j'ai faites. Ses yeux sont tombés sur le sol. Je vous ai traité comme si vous étiez inférieur à cette famille. Je n'ai pas répondu. Richard s'est frotté le visage à 2 mains. Mon Dieu, je ne savais pas. Pas de colère, pas d'arrogance, juste une voix humaine brute. Vous n'étiez pas censé savoir, dis-je gentiment. Tout dans ma vie n'était pas destiné à être connu. Il a hoché la tête lentement, un geste petit mais significatif. Merci, a-t-il chuchoté. Pour avoir aidé ces gens.
C'est ça le service, dis-je doucement. Aider même quand personne ne voit. Dehors, le Rafale est retourné à sa position d'escorte derrière nous, glissant en formation comme un ange gardien rentrant chez lui. Et quelque part au fond de Richard Delacroix, quelque chose de fondamental a changé, calmement mais définitivement. La cabine du jet semblait étrangement plus silencieuse après l'urgence, comme si l'air lui-même comprenait que quelque chose de profond avait changé. Même le bourdonnement des moteurs semblait plus doux, moins intrusif, presque respectueux. Richard est resté debout un moment, fixant le Rafale revenant en formation derrière nous. Ses épaules se soulevaient et s'abaissaient avec une longue respiration irrégulière, comme s'il essayait de concilier le monde auquel il croyait avec celui dont il venait d'être témoin. Il s'est finalement enfoncé dans le siège en cuir en face de moi, non pas dans sa posture habituelle de commandement au dos raide, mais lourdement, comme un homme qui portait un fardeau dont il ne réalisait pas la lourdeur jusqu'à ce que quelqu'un le lui enlève. Pendant plusieurs longues secondes, il n'a pas parlé, et je ne l'ai pas poussé. Quand il a finalement levé les yeux, son regard contenait quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant. De l'humilité. « Puis-je vous demander quelque chose ?» a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Sa voix tremblait sur les bords. « Avez-vous déjà perdu quelqu'un à cause de ce que vous avez fait dans la marine ?» J'ai ressenti la question avant de l'entendre. Le genre qui ne fait pas qu'atterrir dans vos oreilles, mais dans vos os. « Oui, dis-je calmement. » Il a expiré, lent, lourd, respectueux. Je m'en doutais. La lumière du soleil dérivant par le hublot sculptait des lignes douces sur son visage. Des rides d'âge, d'inquiétude, les traces d'un homme qui avait mené ses propres batailles, celles menées dans les salles de conseil et les budgets, pas dans les zones de guerre. Pour la première fois, il ressemblait moins à un homme d'affaires millionnaire et plus à un père, un être humain. J'ai toujours pensé que les gens dans l'armée n'étaient que des employés du gouvernement, a-t-il admis. Je n'ai jamais compris ce que vous portiez réellement. La plupart des gens ne comprennent pas, dis-je, et nous ne nous attendons pas à ce qu'ils le fassent. Il a hoché la tête lentement, les yeux sur ses mains. Mon père a servi en Indochine. Il n'en parlait jamais. J'ai toujours supposé que cela signifiait que ce n'était pas grand-chose. Le silence signifie presque toujours que c'était grand-chose, répondis-je doucement. Il a dégluti. Je vois ça maintenant. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. L'air entre nous semblait fragile et sincère. Puis, presque à contre-cœur, Richard a dit, « Vous savez, quand Daniel m'a dit pour la première fois qu'il était sérieux à votre sujet, j'avais peur qu'il fasse une erreur. » J'ai haussé un sourcil. Parce que je ne venais pas d'une famille riche. Non, a-t-il dit. Parce que vous étiez calme. Cela m'a surpris. Il a continué, je pensais que calme signifiait faible. Que vous ne seriez pas capable de gérer le monde dont mon fils hériterait. Les responsabilités commerciales, les gens essayant de profiter de lui. Je ne pensais pas que vous aviez l'échine assez solide. Il a grimacé. Comme j'avais tort. Je n'ai pas répondu. Il n'avait pas fini. Je ne suis pas fier de la façon dont je vous ai parlé ce matin, a-t-il dit. Ou des suppositions que j'ai faites. Sa voix s'est brisée légèrement. Vous avez porté des choses que je ne peux même pas imaginer. J'ai posé mes mains librement sur mes genoux. Richard, il ne s'agit pas de comparer les fardeaux. Nous avons juste vécu des vies différentes. C'est exactement ça, a-t-il dit. J'ai vécu la mienne bruyamment. Vous avez vécu la vôtre calmement, et pourtant vous avez plus de force que la plupart des hommes que j'ai connus. J'ai offert un petit sourire fatigué. La force prend différentes formes. C'est ce que j'apprends. Il s'est adossé, frottant le côté de sa mâchoire. J'ai toujours été protecteur envers Daniel. Peut-être trop. C'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Je ne voulais pas qu'il épouse quelqu'un qui ne pourrait pas se tenir à ses côtés. Et maintenant, demandai-je doucement. Et maintenant, a-t-il dit en me regardant directement, je réalise qu'il a trouvé quelqu'un qui peut se tenir devant lui si nécessaire. Cela m'a touché plus profondément qu'il ne le savait. Il a hésité, puis a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre de sa part, quelque chose qu'il n'aurait peut-être jamais dit s'il ne m'avait pas vu stabiliser un avion en détresse en plein vol. Je vous dois des excuses. Les mots ont flotté dans la cabine comme une offrande fragile. Pour chaque mot méprisant que j'ai dit, pour chaque supposition, pour vous avoir traité comme si vous étiez en dessous de nous. Il a secoué la tête. Vous êtes le genre de femme dont tout père devrait être reconnaissant de voir entrer dans la vie de son fils. J'ai pris une inspiration, non pour me stabiliser,
mais pour permettre au moment de s'installer. Merci, dis-je doucement. Il a cligné des yeux, un peu surpris par la simplicité de ma réponse. Vraiment? C'est tout? Vous vous êtes excusé et vous le pensiez. Oui. Alors c'est suffisant, dis-je. Richard s'est penché en avant, légèrement, les coudes sur les genoux. Puis-je demander encore une chose? Juste une. Allez-y. Allez-vous dire à Daniel quelque chose de tout ça? J'ai secoué la tête doucement. Pas aujourd'hui, pas demain, peut-être jamais en détail. Mais pourquoi, a-t-il insisté, la voix douce, pas exigeante. Parce que je veux que notre mariage soit construit sur la vie que nous bâtissons ensemble, dis-je. Pas sur la vie que j'ai vécue avant de le rencontrer. Et parce que certaines parties de moi appartiennent aux gens avec qui j'ai servi et aux gens que nous avons perdus. Les yeux de Richard se sont adoucis. Je comprends. Et parce que, ajoutai-je, si Daniel savait tout, il s'inquiéterait. Et l'inquiétude ronge une personne. Richard a laissé échapper un souffle qu'il retenait. Vous le protégez. Oui, dis-je, de la seule façon que je connaisse. Le jet a continué son ronronnement. Les jets d'escorte sont restés inébranlables. Mais quelque chose d'autre s'est produit à ce moment-là. Quelque chose d'invisible, quelque chose de calme, quelque chose de bien plus important que le protocole militaire. Le respect. Il s'était enfin installé entre nous. Richard s'est raclé la gorge. J'aimerais recommencer à zéro avec vous, si c'est quelque chose que vous accepteriez. Je l'ai regardé, vraiment regardé. L'homme fier, l'homme imparfait, le père essayant à sa manière de faire mieux. J'aimerais ça, dis-je. Ses épaules se sont détendues. Merci. Juste à ce moment-là, la voix du pilote est revenue sur l'interphone. Nous approchons de notre destination. L'escorte se désengagera après la descente. Richard a regardé à nouveau par le hublot les rafales, le ciel, la vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Vous savez, a-t-il murmuré. Je pensais comprendre ce qui comptait dans la vie. Une pause. Mais je crois que vous venez de m'apprendre le contraire. Je n'ai pas répondu. Certaines choses n'ont pas besoin de mots. Le jour de notre mariage s'est levé avec ce genre de lumière dorée et calme qui rend les matins ordinaires sacrés. Daniel et moi avions choisi une petite chapelle surplombant l'eau, un endroit où les vagues roulaient assez près pour être entendues, mais assez douces pour apaiser même les cœurs les plus lourds. Rien d'extravagant, rien de voyant, juste une beauté honnête et simple. Le genre de beauté qui m'avait manqué pendant les années où ma vie se mesurait en mission, pas en moment. Je suis arrivé tôt, me tenant juste devant les portes de la chapelle, alors que les musiciens s'échauffaient à l'intérieur. Ma robe n'était pas traditionnelle. J'avais choisi quelque chose d'élégant mais simple, un reflet de la vie que je voulais construire avec Daniel, une vie fondée sur la vérité, pas sur les titres. La brise portait l'odeur du sel et des magnolias en fleurs. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais entière. Puis j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné et il était là, Richard. Pas dans sa tenue d'affaires sévère habituelle, ne rayonnant pas la confiance imposante qu'il portait comme un bouclier. Aujourd'hui, il semblait plus doux, plus léger. Il portait un costume bleu marine qui lui allait parfaitement. Mais c'était son expression qui se démarquait, humilité, espoir, et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la gratitude. Puis-je, a-t-il demandé en faisant un geste vers mon bouquet. J'ai hoché la tête, le lui tendant. Il a ajusté l'un des rubans doucement, puis m'a rendu les fleurs. Vous êtes magnifique, a-t-il dit, la voix étonnamment stable. Merci, ai-je répondu. Il y a eu une pause, une vraie pause, pas le genre gênant. Le genre où deux personnes se tiennent enfin sur un pied d'égalité. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-il dit, à ce jour dans le jet, et à ce que j'ai vu, et à ce que vous portiez. Il a pris une inspiration. Je vous ai dit des choses laides avant. Des choses injustes. Vous vous êtes excusé, lui ai-je rappelé. Oui, a-t-il dit, mais je veux que vous sachiez quelque chose. Il s'est redressé, croisant pleinement mon regard. Je suis fier. Vraiment fier que mon fils vous épouse. Et je suis reconnaissant pour la vie qu'il va avoir grâce à qui vous êtes. Pas l'amiral fantôme. Vous. Pendant un moment, ma gorge s'est serrée. Pas à cause du compliment, mais parce que l'authenticité sonnait rarement aussi claire. Richard, dis-je doucement. Merci. Cela signifie plus que vous ne le savez. Il a hoché la tête,
ravalant un soupçon d'émotion. J'aimerais vous accompagner à l'intérieur, si vous me le permettez. J'ai hésité. Pas parce que je ne voulais pas qu'il le fasse, mais parce que je voulais que le moment compte, qu'il soit mérité. Ce serait un honneur, dis-je. Et juste comme ça, quelque chose de rédempteur s'est installé entre nous. Les portes de la chapelle se sont ouvertes. Les notes douces du piano se sont échappées. Daniel se tenait au bout de l'allée, les mains jointes, les yeux déjà brillants, son sourire s'est élargi dès qu'il m'a vu. Richard m'a offert son bras. J'ai accepté. Alors que nous marchions, le monde semblait se taire. Les invités se sont levés. J'ai vu des visages familiers, des amis, quelques collègues, même des voisins qui avaient vu Daniel grandir. Et tout devant, l'homme que j'aimais, l'homme qui me connaissait, non par mon histoire, non par mon nom de code, mais par mon cœur. Nous avons atteint l'hôtel. Richard a placé ma main dans celle de Daniel. « Prends soin d'elle », a-t-il chuchoté. Daniel a souri. Toujours. La cérémonie s'est déroulée comme une marée douce. Des vœux prononcés avec une conviction tremblante, des alliances échangées avec des mains stables, des promesses superposées les unes aux autres. Nous avons été prononcés mari et femme sous un dôme de lumière chaude et d'yeux larmoyants. Mais le moment que je n'oublierai jamais s'est produit pendant la réception. Richard s'est levé et a tapoté son verre. Je m'attendais à un toast simple, peut-être quelque chose de poli et bref, mais quand il s'est raclé la gorge, la salle est immédiatement tombée dans le silence. Si vous me connaissez, a-t-il commencé, vous savez que j'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que le succès se mesure en euros, en influence, en statut. Un murmure d'accord a parcouru l'auditoire. Mais il y a peu de temps, j'ai appris que je mesurais la mauvaise chose. Il s'est tourné, me regardant directement. Je n'ai pas accueilli cette femme dans notre famille avec le respect qu'elle méritait. Je l'ai jugée sur ce que je pouvais voir au lieu de ce qu'elle avait vécu, et je n'aurais pas pu avoir plus tort. Daniel a serré ma main, mon cœur s'est serré. Richard a continué, la force n'est pas bruyante. Elle n'est pas voyante. La vraie force. Il a fait un geste vers moi. La vraie force peut entrer dans une pièce tranquillement et quand même changer l'atmosphère. La salle est restée parfaitement immobile. Je veux que la nouvelle femme de mon fils sache que je la vois. Et je suis reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait pour ce pays, pour notre famille, et pour l'homme qu'elle aime. Il a levé son verre. À la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Bienvenue dans la famille. Les applaudissements sont venus doucement au début, puis chaleureux, puis pleins. Une véritable célébration non pas du passé, mais du chemin à parcourir. Plus tard dans la soirée, quand les invités ont commencé à rentrer chez eux et que les lumières douces brillaient dorées sur l'eau, je suis sorti seul pour prendre une bouffée d'air frais. L'horizon était peint de lavande et d'orange, la fin d'une journée parfaite. Des pas se sont approchés derrière moi. Daniel a glissé ses bras autour de ma taille. « Ça va ?» J'ai hoché la tête. « Mieux que ça va. » Il a posé son menton sur mon épaule. « J'ai vu mon père et toi parler tout à l'heure. Tout va bien ?» J'ai souri doucement. « Mieux que bien. » Il a embrassé ma joue. « Tu sais, tu n'es pas obligé de tout me dire sur ton passé. Je t'aime pour qui tu es en ce moment. » Cela, plus que tout, signifiait tout. Je me suis tourné, j'ai pris ses mains et j'ai dit, nous avons tous des chapitres qui ont fait de nous ce que nous sommes. Certains restent fermés pour une raison. Et ça me va, a-t-il dit. Nous avons regardé le coucher de soleil ensemble, enveloppés dans une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le genre qui vient quand la vérité et le pardon se rencontrent enfin dans la même pièce. Alors que le dernier rayon de soleil plongeait sous l'eau, j'ai chuchoté quelque chose, non pas à Daniel, non pas à Richard, mais à moi-même. Le service est un sacrifice. L'amour est une guérison. Et le pardon est ce qui nous permet d'avancer. Et c'est ce que je veux que quiconque écoute ceci retienne. Ne jugez jamais une personne sur la partie de son histoire que vous pouvez voir. Tout le monde porte des chapitres dont vous ne savez rien. Et certains héros marchent parmi nous silencieusement, sans applaudissements. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel. Et si vous souhaitez entendre plus d'histoires comme celle-ci, restez avec nous. Votre présence compte.